cordiale bienvenue dans ces lieux. Nous sommes là à l'occasion de la fête des droits des femmes. Et particulièrement pour l'UNESCO, c'est partager avec vous les efforts fournis par les programmes et voir aussi quelles pistes prendre pour intégrer de plus en plus le concept genre dans les programmes. Notre cérémonie va s'articuler sur 2 points. Il y a d'abord les exposés par les responsables de programme. Et ces exposés seront modérés par le professeur Medouga, je lui laisse Mebenga. Et aussi, on a un déjeuner amical. Le déjeuner amical, comme on a passé la journée à marcher, à faire le défilé, à tourner, au départ, c'était prévu que ce serait à la fin. Mais on peut se servir au début et en mangeant, on continue avec les échanges. Avant qu'on ne commence, je vais donner la parole. Malheureusement, le SG de la Comnade n'est pas là parce qu'on avait prévu donner parole avec Dr Claire, représentant de l'ONU-SIDA, et le SG de la Comnade. Je vais le remplacer peut-être avec... bon, c'est l'UIT qui est là, qui va parler. Monsieur Zongo. Bon, et le représentant va dire un mot à la fin quand on aura fait les échanges. Et en tant que le directeur et représentant du bureau multisectoriel de l'UNESCO en Afrique centrale, il aura beaucoup à dire et il aura beaucoup à nous recommander. Je vous remercie. Je commencerai par dire la femme en soi. Je dis que la femme, l'importance de la femme, on ne peut pas la décrire dans 2-3 mots. Mais je me dis qu'elle est le pilier de la société. Le pilier de la société, pourquoi? Parce qu'en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que même copine, maîtresse, on influence l'homme. En tant que tante, grand-mère, les femmes autour de l'homme, si on peut les citer, vraiment, l'homme actuel, il est là, il est influencé par toutes ces femmes. Et quand la femme se plaint du comportement de l'homme, moi je dis que la question doit lui revenir à elle. Pourquoi cet homme est comme ça? Pourquoi cet homme fait souffrir une femme? Pourquoi cet homme fait souffrir sa femme? Pourquoi? Cet homme a été élevé par une femme. Il a été entouré des femmes, des sœurs, des cousines, des tantes, des grands-mères qui ont l'influence sur cet homme, pour l'influence dans le bon sens. Mais souvent on remarque que c'est l'influence dans le mauvais sens. Comment? Parce que quand on est... un exemple banal. La femme se plaint, voilà, mon mari m'a battu et tout, ou bien ceci, il se plaint à sa belle-sœur ou quelqu'un d'autre. La femme lui dira, mais écoute, il n'y aura pas cette solidarité. D'abord, on va lui dire, mais d'abord, on va la condamner. Et quand on remarque souvent dans les foyers les belles-mères qui font souffrir les belles-filles, elles oublient qu'elles étaient aussi la femme de quelqu'un. Maintenant que c'est la femme de ton fils, ça devient l'ennemi. Pourquoi il y a ce manque de solidarité entre les femmes? Pourquoi? C'est ça que je me pose aussi à un moment, cette question. Je dis, mais pourquoi? Où est-ce qu'on a raté le coche? Où est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas cette solidarité? On devait être solidaire en tant que femme, puisqu'on vit les mêmes peines, on a les mêmes sentiments vis-à-vis d'un homme. Et je me dis aussi, je veux m'aventurer sur un terrain un peu plus dangereux. On se plaint de l'infidélité de l'homme. Mais l'homme est infidèle avec qui? Souvent, bon, pas actuellement, c'est une autre femme. Hein? Une autre femme. Cette femme connaît que cet homme est marié. L'homme vient, il veut te faire deuxième, troisième femme. Tu dis oui. Et après, tu dis tu souffres. Après la première femme, tu souffres. Finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Donc c'est un peu ça que je me dis, quel est le rôle de la femme? Comment la femme peut construire? Comment la femme peut contribuer vraiment au bien-être de l'homme, pour faire de l'homme un bon citoyen, pour faire de l'homme un homme responsable?
dès le jeune âge, les petits garçons sont avec leur maman. Et souvent, quand on remarque quoi que bon, le garçon, on le laisse, il part, il revient. La petite fille doit rester là. Mais non, tu sors pas, tu fais la vaisselle, tu fais quoi? Et on parle d'équité. Est-ce que c'est l'équité, c'est l'égalité entre les sexes? Je ne pense pas. Nous, en tant que mère, si nous regardons nos enfants, il faut qu'on sache quel genre de citoyen on veut en faire, quel genre d'homme, quel genre de femme on veut en faire pour le futur. Si dès le jeune âge, on permet aux petits garçons d'aller dehors, de sortir, de rentrer tard, et à la fille, on dit non, toi tu restes là, toi tu dois faire la vaisselle, tu dois connaître à préparer la nourriture pour ton mari, on la rend déjà dans l'esclavage de l'homme. Et c'est la femme qui rend l'autre femme esclave. Donc, et ça pourquoi? Pour plaire à l'homme. Mais finalement, moi je dis, bon, si nous sommes là, pour notre vie est conditionnée pour plaire quelqu'un, finalement, l'essence même de la vie est inverse. Nous qui donnons la vie, nous qui donnons cette joie, il faut qu'on se situe, il faut connaître le rôle. Je ne dis pas qu'il faut faire la révolution. Moi, je dis que surtout dans nos sociétés africaines, quand on parle du féminisme, ce n'est pas un féminisme où la femme dit maintenant c'est moi qui porte le pantalon. C'est pas ça. C'est un féminisme qui met la femme dans son rôle de femme au niveau de la société. En tant que mère, le rôle qu'elle a joué vis-à-vis des enfants, quel genre d'éducation on va donner à ses enfants, tout en respectant quelle éducation je donne à mon garçon et quelle éducation je donne à ma fille pour que plus tard ils soient des gens responsables. En grandissant, je lisais sur Facebook quelqu'un qui a écrit « Oui, nous sommes entourés, nos mamans qui nous aiment, qui fédèrent des familles, les petites amies, les maîtresses qui nous aident à nous épanouir, les femmes, tu vois, chaque femme avait son rôle. Si on mettait tout ça au bien-être de l'homme, on ferait des bons citoyens. On ferait vraiment des hommes que les femmes aiment. Et quand les femmes les aiment, ils vont construire le pays. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Goro de l'ONU Femmes, tu as un mot à dire. La problématique de genre telle qu'elle était posée dans ces premières années, dans les premières années de la célébration de la Journée internationale de la femme, elle a changé aujourd'hui parce que dans les premières années, il s'agissait d'une revendication contre l'exploitation, l'injustice dans laquelle vivaient les femmes. À ce jour-ci, je crois qu'il y a deux thématiques essentielles. Il y a le volet respect des droits humains et le volet développement. Et très souvent, je prends juste une anecdote, parce que très souvent, on nous pose la question, lorsqu'on parle de promotion de la femme, respect de l'égalité des sexes et autres, on s'attend à voir que ce soit seulement les femmes qui abordent cette thématique. Mais lorsqu'on la situe dans une perspective de respect des droits humains et qu'on se dit que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux qui sont sacrés, inaliénables, je crois qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut célébrer cette journée aujourd'hui. Lorsque on pose également cette problématique dans la perspective du développement, on se dit, si les femmes sont les plus nombreuses, on ne peut pas construire un pays avec la minorité. Il faut que le savoir, le pouvoir et la voix soient partagés par tous et par le plus grand nombre. Je pense qu'il nous faut quand même lever le verre, parce que nous sommes d'abord en train de fêter quelque chose. Tout à fait. Et ce que nous sommes en train de fêter n'appartient pas à une personne. Nous sommes en train de fêter les femmes et tous ceux qui croient en elles. Donc, le 8 mars, c'est la fête de tous ceux qui croient aux femmes. Nous sommes sur une lancée irréversible. Qu'on le veuille ou non, les femmes prendront le pouvoir un jour. Vivons à la santé des femmes.
va commencer à se servir. Choisis une fleur et tu donnes à une femme de ton choix. Nabina usabwa munyange Binyolo sibi Lobeni mumusima Sibi miana nika Enu wanyonde na bele mo Tumbe mbule tumande Bate ya mo etude Ala betomba sila ne tomba Ala betomba sila ne tomba We a mama miyomba We mama n'a pas vu Non, non, non Maman ne l'a pas vu Madame Dike vous a annoncé la présence parmi nous d'un éminent professeur, quelqu'un qui traite des questions de genre, des questions de développement, des questions d'éducation au plus haut niveau depuis très longtemps. Il va en quelque sorte modérer les débats. Je mets débat entre guillemets parce qu'en fait ce sont des questions et les réponses seront données par celui qui se sent le plus capable de répondre. Vous savez, la notion avec laquelle nous travaillons, la question du genre, la question de la femme, tout court, est une question fondamentale parce que c'est la question qui est au cœur de toutes les sociétés. Et comme toutes les questions fondamentales, elle prend des formes insoupçonnées. La société a un mode de production et de reproduction. Et la reproduction dans la société, c'est quoi? C'est la procréation et c'est l'éducation des enfants. Et parce que cela va au cœur des sociétés, chaque société a imaginé des systèmes. Mais malheureusement, la plupart de ces systèmes sont des systèmes de domination et les systèmes de domination tendent eux-mêmes à se reproduire. Et c'est ainsi que dans la plupart des sociétés, la femme étant au cœur de la production et de la reproduction, fait l'objet d'un certain nombre de violences, de soumissions, qui ne sont pas faites parce que les gens n'aiment pas les femmes. Au contraire, je crois que s'il y a quelque chose qu'on peut nous reprocher, c'est toujours le plus. Mais en réalité, c'est les modes de production et de reproduction qui induisent ça. C'est la même chose pour ce qui est arrivé avec l'esclavage. Les gens mettaient en esclavage d'autres personnes, non pas parce qu'ils ne les aimaient pas, non pas parce qu'ils les méprisaient, mais parce qu'ils en avaient besoin. C'est la même chose pour l'apartheid. Les gens écartaient les noirs, mais c'est le noir qui lui préparait à manger. Moi, même vous qui êtes là, quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, vous allez accepter qu'il prépare votre nourriture? Alors, mais comment ça se fait que les gens qu'on méprise, qu'on fait semblant de mépriser, c'est eux qui fabriquent tout, c'est eux qui préparent la nourriture, c'est eux qui dressent la table, etc. Mais c'est tout simplement, c'est au cœur du système de production et de reproduction. Tant que les moyens de production ne changent pas fondamentalement, le mode de reproduction et de production dans une société ne change pas. Et la situation de la femme, qui est une situation centrale, ne change pas. En Europe et dans les pays occidentaux, la situation de la femme a véritablement commencé à changer à partir de l'industrialisation, c'est-à-dire de la mécanisation, de la production de masse. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est notre mode de production et de reproduction qui assigne des rôles
à chaque strate de la société. Et tous, autant que nous sommes, notre devoir, notre inclination, c'est de travailler à faire en sorte que les causes des situations que nous voyons changent. Tant que les causes, les racines ne changent pas, la situation restera la même. Je regardais un documentaire chez moi au Burkina, on montrait la région du nord, le Sahel, chez les ethnies Peul, où les filles sont mariées à 13 ans. Et la famille est fière et très contente lorsque la fille se marie à 10 ans. Et cela est dû à quoi? Ce sont des pasteurs, leur mode de survie, c'est l'élevage. Et donc, lorsque la fille se marie, elle est dotée avec du bétail. Et le bétail vient dans la famille qu'elle vient de quitter. Et donc, on a toujours intérêt à ce qu'elle parte pour que quelque chose rentre. Ce sont ces modes qu'il faut changer. Et une fois qu'on les aura changés, la situation elle-même va changer. Je vous remercie. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement des scientifiques et des êtres humains que nous sommes. C'est que la nature fabrique ses affaires et nous venons les transformer. Donc, nous n'allons pas imposer. Au contraire, c'est un podium d'échange. Comment est-ce que nous agissons sur le terrain? C'est que nous encourageons les femmes à prendre les postes de décision. C'est-à-dire que dans une radio communautaire, il y a un comité de gestion. Nous encourageons justement les femmes à prendre la présidence et les postes importants. À la radio, il y a un chef de station et nous, en général, on encourage les femmes à prendre les postes de chef de station, à être animatrices pour donner de leur voix à la radio, à être techniciennes pour, dans les villages, essayer d'avoir le même genre d'activité que les hommes. Et quand je dis encourager, c'est vraiment pousser. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des régions où on arrive et les femmes, parfois on nous dit il faut que les femmes soient d'un côté et les hommes de l'autre. On y va avec beaucoup de tact de manière à ce que les hommes acceptent des fois qu'une femme soit à leur tête. C'est ainsi que nous avons, je peux citer comme ça de tête, hein, à Radio Garoua, une femme qui est chef de station, une femme qui est présidente du comité de gestion. En l'occurrence, elle est aujourd'hui ministre de l'éducation de base. Oui. Qui sait, peut-être que la grande visibilité est partie aussi de nos programmes de radio. Et bon, en Balmayo, pareil, on a une femme chef de station, une femme présidente du comité de gestion, et partout ailleurs aussi. Donc, en termes de perspective, nous allons continuer dans ce sens parce que nous constatons que les résultats sont vraiment positifs. Partout où on a des femmes, on a des radios communautaires qui sont fortes, qui continuent à travailler. Elles font des émissions en faveur des femmes. Je prends l'exemple de VIH-Sida. Quand nous traitons des questions de VIH-Sida dans les radios communautaires, c'est plus encore la transmission mère-enfant, etc. Donc on donne vraiment la priorité aux femmes. Le gender equity, etc. etc. Voilà comment nous travaillons dans les radios communautaires. Du point de vue des projets, des activités de l'UNESCO, le secteur culture est sans doute le secteur le plus transversal de l'organisation. Et je ne pense pas que dans le secteur culture, nous ayons une attention toute particulière pour le genre ou pour les femmes. Mais par contre, nous avons des activités transversales avec les autres secteurs. Et là, par exemple, on a parlé communication. Et vous vous êtes rendu compte que là, en parlant de communication, des radios communautaires, vous avez là un élément culturel transversal. Hein, c'est la langue. Hein, et là, au moment où... Et la langue est certainement hein, le vecteur culturel le plus important, non seulement du domaine de la culture, mais peut-être au-delà. Et pourquoi au-delà? C'est que là, nous sommes entre nous. Hein, je pense qu'il n'y a pas un occidental ici. Et voilà que moi, je m'adresse à vous
je m'adresse à mes collègues de l'UNESCO ou mes collègues de ONU-SIDA et je suis obligé d'utiliser une langue d'emprunt. Et ça, c'est certainement l'élément culturel le plus important que nous avons. Et donc, moi, je dirais simplement que nous n'avons pas véritablement une disposition particulière pour la prise en compte du genre. Et je suis là, je pourrais répondre aux questions s'il y a des questions. Mais les questions sur la culture sont des questions transversales qui vont concerner l'éducation, qui vont concerner les sciences, qui vont concerner ONU-SIDA, etc., etc. C'est le secteur le plus transversal puisqu'à lui seul, en fait, il fédère 6 conventions internationales. Et je voudrais simplement parler de la convention qui, à mon avis, s'intéresse le plus à la femme. C'est, je pense, la convention sur le patrimoine culturel immatériel, qu'on appelle aussi la convention de 2003. C'est une convention qui est récente, mais dont l'établissement a marqué vraiment un tournant dans la conception de la notion de patrimoine. Et quelles sont les actions pour pouvoir équilibrer, ramener les femmes à un niveau tel qu'elles puissent pouvoir prendre des décisions elles-mêmes pour ne pas subir donc le poids de ces traditions qui militent en leur défaveur sur tous les plans. Lorsqu'on parle de la culture, il faut explorer toutes les dimensions de la culture. Il y a la dimension langue dont Christian a parlé. La langue est le vecteur de la culture. Et c'est vraiment l'élément fondamental de la culture. Et c'est pour cela, souvenez-vous, qu'on parle de langue maternelle. Qui parle de langue paternelle? Donc, ça veut dire que ce vecteur principal de la culture, qu'est la langue, est porté par la femme. Elle est portée par la femme. C'est la femme qui transmet la langue à sa progéniture. Et la langue est chargée de spécificité. Et c'est la langue, et donc la culture, qui fait la différence entre différents peuples. Aujourd'hui, nous sommes à risque. Pourquoi? Nous sommes dans le monde où on parle de la mondialisation. Et la mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dissolution des plus faibles dans le magma où prédominent simplement ceux qui ont la force. Et donc aujourd'hui, s'il y a un élément important sur lequel nous devons d'abord actionner et mettre tous nos efforts, c'est la langue. Quand je suis revenu de Paris au mois de janvier, vers le 20 janvier, j'ai ramené au directeur du Cerdotola l'atlas que l'UNESCO produit chaque année sur les langues en danger. Il y a actuellement 7400 langues qui sont en danger. Et tous les jours que Dieu fait, il y a au moins 30 langues qui meurent. Le secteur science, c'est le secteur où la femme est réellement prise en compte parce que nous sommes plus nombreuses que les hommes. Je vais continuer par présenter de façon succincte et Adja, ma collègue, va compléter pour dire que l'objectif de toutes les activités, c'est le développement. Et un des piliers du développement, c'est la science. Un autre pilier du développement, c'est la femme. Et donc, par transitivité, la femme est liée à la science. Donc, dans les activités que nous menons au secteur science, la femme a toute sa place. Je vais citer 3 activités. Donc, on travaille beaucoup sur les politiques scientifiques, c'est-à-dire accompagner les États à identifier et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent la science. Parce qu'il va sans dire que sans la science, on ne pourra pas atteindre, pour le cas du Cameroun, je le prends entre parenthèses, l'émergence dont on rêve. Parce qu'à côté de l'émergence, il y a des grands projets. Et nous savons tous que pour mettre en œuvre ces grands projets-là, on a besoin des secteurs de la science. Un autre volet, c'est les sciences hydrologiques. Nous savons que la femme a un rôle prépondérant dans la gestion de l'eau. Parce que dans nos régions, nous sommes tous africains ici, heureusement,
Nous savons tout l'eau tribut que la femme paye à aller récupérer de l'eau à des dizaines de kilomètres, à ramener ces $là pour le manger de la famille, pour la santé de la famille et ainsi de suite. Donc on a constaté que la femme n'a pas un rôle assez important dans les aspects de gouvernance des sciences hydrologiques en Afrique centrale. Et notre rôle, c'est de relever cette place que la femme devrait avoir parce que son rôle est primordial. Une autre chose dont je vais parler, c'est les sciences écologiques. Nous savons que nous sommes dans une ère où on parle de la protection de la biodiversité. Et un des éléments fondamentaux dans la gestion de la biodiversité, c'est la femme, parce que c'est elle qui, une fois de plus, s'occupe du manger de la famille, qui mène des activités agricoles, qui mène des activités dans tous les sens du terme. Et donc, nous pensons également qu'à ce niveau, la femme doit prendre la place qui lui revient de droit. Et pour cela, nous menons des activités de renforcement de capacité. Nous menons des activités pour accompagner au niveau de la recherche les jeunes boursières, parce que l'UNESCO offre un certain nombre de bourses aux femmes scientifiques. Et nous accompagnons les étudiantes de la sous-région à élaborer des protocoles de recherche dans le domaine des sciences en gros. Bon, je vais m'arrêter là et passer la parole à Adja. Adja qui a la spécificité d'être une femme d'une zone très particulière. Elle vient de la partie nord de notre pays, une partie qui n'est pas très sur le plan éducationnel, les femmes ne sont pas très prises en compte. Donc pour marquer notre engagement à voir les femmes prendre de pouvoir, voir les femmes se lever, nous avons pris Adja avec nous et elle aura l'occasion de dire le mot. On travaille aussi dans le domaine de gestion des ressources naturelles. Et là, on accompagne aussi des associations de femmes dans la valorisation des produits forestiers non lignés et les plantes médicinales. Et nous accompagnons aussi des femmes dans la protection de l'environnement par le renforcement des capacités de ces femmes pour gérer et mieux conserver l'environnement et protéger aussi nos ressources naturelles. Au niveau des sciences, vous savez, la particularité, c'est que les gens ont souvent peur, et ça, c'est pas seulement les femmes, hein, les gens ont souvent peur des sciences. C'est la mystification, la mythification. Par exemple, quand vous parlez de sciences physiques, c'est rébarbatif. Bon, on pense qu'une femme ne doit pas faire ça. Et donc, nous avons trouvé le moyen de faire, par exemple, de la microscience, de faire du matériel miniaturisé et de faire en sorte que chaque fille puisse avoir ce petit matériel et puisse toucher du doigt la science et savoir qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. Donc, on a un programme comme ça qui accompagne les femmes. Et au Cameroun, ici, vous avez beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine. Je pense par exemple à la fondation Rubissac qui est à Douala, où une femme mène toute une activité. Chaque année, elle fait une session spéciale de formation pour accompagner les jeunes filles pour qu'elles puissent avoir facilement le bac. Ceci dit, bon, Adja est d'une zone où vous avez des femmes qui sont des femmes nomades, donc qui ont la lourde tâche, par exemple, de faire la cuisine, de faire chauffer le repas et de suivre les animaux. Et vous voyez, ça c'est un peu difficile. Et ce que nous avons fait, c'est essayer d'accompagner ces femmes-là en trouvant des cuiseurs solaires, donc des petits cuiseurs qu'elles peuvent avoir avec elles. Et à tout moment, il suffit d'exposer un peu ça au soleil et leur repas est chaud. Et donc ça facilite leur travail. Et elles ne font plus cette corvée qui les empêche de s'occuper d'autres choses. Donc nous avons beaucoup d'éléments comme ça pour encourager les femmes. Et nous voulons en tout cas que les femmes se mettent en sciences parce qu'elles sont nombreuses, elles font plus de 50%. Et jusqu'à présent, au niveau africain, elles sont peut-être dans les 10% en sciences. Vous voyez, et on veut relever ces défis.
C'est un grand défi. Nous les invitons à venir. Et je suis sûr que si elles viennent, si au moins on a la moitié des femmes qui s'occupent de ça, on va aller de 10 à 25%. Est-ce que le responsable du secteur éducation... J'ai préparé un petit mot parce que le secteur éducation est tellement divers que je ne peux pas parler sans ce mot. Et je remercie mes collègues de venir m'épauler. L'intégration des considérations de genre dans la mise en œuvre des programmes et activités en éducation est une méthode de travail qui est adoptée dans le cadre de toutes nos activités, surtout que c'est une priorité au niveau de notre siège. Elle peut se manifester à plusieurs niveaux, notamment les mêmes opportunités sont offertes aux hommes et aux femmes. Aucune tâche n'est confiée à une personne par conséquent selon le rôle qui lui est assigné socialement. Les appels à candidature pour le recrutement des consultants encouragent expressément les femmes à postuler. Les facilitateurs, animateurs, formateurs sont choisis parmi les femmes qui disposent des capacités dans le domaine et à compétences égales. Ce sont les candidatures féminines qui sont souvent retenues. Les listes des participants également aux activités menées sont élaborées dans une approche inclusive et genrée. Nous allons vous citer quelques exemples et produits qui sont issus de nos activités et de nos projets. Nous avons 2 projets en phase terminale à l'extrême nord et à l'est. Et au niveau de Maroua, c'est un consultant que nous avons recruté pendant que c'est une consultante que nous avons pris du côté de Bertois. En 2011, nous avons produit un film éducatif, Ramatou la petite écolière, qui cible la jeune fille et la femme au Cameroun et qui invite les uns et les autres à la convergence des efforts pour que et les enfants et les filles en particulier aient la possibilité d'accéder à un enseignement de base de qualité. En 2002, dans le cadre du programme CAP IFE, nous avons encore produit un film Kinéserum qui avait pour objectif de montrer comment protéger le lac Tchad à travers la scolarisation des filles et l'alphabétisation des femmes. Il y a également un projet sur les violences basées sur le genre qui a produit également un certain nombre de films, notamment Ne touche pas à ma sœur, un ensemble d'émissions radiophoniques avec les réfugiés à Bertois, Batouri et Ngaoundéré. Il y a également eu un ensemble de groupes d'écoute pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Dans le projet de santé de la reproduction des adolescents, il y a un ensemble de modules de formation qui essayent de promouvoir la notion du genre. Et il y a également 2 autres téléfilms, Au nom de l'amour contre la discrimination et un film sur le VIH-Sida, Amour amer en milieu scolaire. L'année dernière, le bureau a produit également un autre téléfilm, beaucoup plus un documentaire sur l'état des lieux des OMD, qui était un documentaire qui visait l'autonomisation de la femme, particulièrement avec la période charnière de l'atteinte des OMD en 2015. Il faut dire que le secteur de l'éducation, c'est celui qui a le morceau le plus difficile, parce que l'éducation est certainement le secteur ou le domaine dans lequel les résultats se produisent un peu plus tard. On parlait tout à l'heure du papa ou de la maman d'ailleurs, qui préfère envoyer sa fille de 13 ans en mariage. Il faut savoir qu'un papa qui envoie sa fille de 13 ans en mariage a une contrepartie immédiate. Il reçoit la dot, il reçoit la reconnaissance communautaire, villageoise et autres. Mais un papa qui attend de recevoir une contrepartie, ne serait-ce qu'officielle, de l'inscription d'un enfant à l'école, doit attendre 6 ans dans le cas du Cameroun. Si vous inscrivez un enfant à la CIL, il faut attendre 6 ans pour qu'il obtienne éventuellement un certificat d'études primaires, comme on l'appelle ici. Donc c'est le secteur dans lequel les résultats sont là, mais sont très très lents et très très progressifs. Ne perdons jamais ça de vue. Vous avez dû entendre depuis 15 ans maintenant, tout le monde a parlé de ça dans cette salle, l'éducation pour tous, l'éducation pour tous. Tous les pays, y compris le Cameroun, professeurs, ont adhéré à cette grande initiative. Il faut dire qu'il y en avait un objectif qui était spécifique à l'égalité des genres, à l'égalité filles-garçons face à l'école.
c'était l'OMD Albert 2 ou 3. Et chaque année, on devait savoir comment est-ce que nos filles se comportent par rapport aux garçons. Bon, si on devait refaire cet exercice-là en 2015, vous voyez qu'on a progressé, mais très très lentement en réalité. Et ma collègue dit à côté, on n'a pas atteint notre objectif. Pourquoi? Parce que la scolarisation d'une jeune fille demande un peu plus que celle d'un jeune garçon. Il faudra que le trajet pour aller à l'école soit sûr. Une jeune fille qui risque d'être détournée sur le chemin de l'école n'ira pas à l'école. Les menaces peuvent être physiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être naturelles. Il ne suffit même pas qu'elle aille à l'école, il faut qu'elle puisse y rester jusqu'à au moins la fin du cycle primaire. Toutes sortes de menaces pèsent sur sa scolarisation. Et on préfère retenir le plus couramment cité, le mariage précoce. Et le pic se situe vraiment à ce niveau-là. Au moment où une petite fille cesse d'être une enfant pour commencer à présenter des attributs féminins qui vont attirer des regards, d'abord de ses propres parents, qui seront tentés de la troquer contre quelque chose dans la société, du voisinage et de tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on en appelle à la vigilance de nous tous, des éducateurs, des parents, des enseignants, pour que l'éducation de la petite fille soit quelque chose de spécifique. Je vais terminer par un petit exemple. Ma collègue a cité beaucoup d'exemples des projets que nous menons au secteur de l'éducation pour aider la scolarisation de la jeune fille. Il faut savoir que si nous ne combinons pas cela avec un autre mot qui a été cité tout à l'heure, l'autonomisation des femmes, nous risquons d'investir pour rien. Un exemple, si vous dites à une maman qui a été exciseuse pendant 40 ans d'arrêter d'exciser les petites filles, en fait, c'était son gagne-pain. Elle va vivre de quoi? Si vous venez simplement lui dire, les Nations Unies ont dit qu'il ne faut pas exciser les jeunes filles parce que ça porte intégrité à la beauté et à la santé des jeunes filles. Il faudra lui trouver un moyen pour vivre différemment de ce qu'elle faisait déjà. Cela est très valable dans notre secteur de l'éducation. Si vous dites à une maman d'envoyer sa jeune fille à l'école, une jeune fille qui l'aidait dans les travaux domestiques, dans les travaux champêtres, un papa qui aurait bien fait d'envoyer sa fille en mariage parce qu'il reçoit quelques chèvres ou quelques sacs de riz, il faudra leur apprendre à développer des activités autres que celles-là. Donc dans ce que ma collègue Céline présente, il ne faut pas dissocier les deux. Les programmes de scolarisation de jeunes filles ont souvent un volet autonomisation, on va dire des femmes, parce qu'aujourd'hui tous les hommes sont bons, et puis c'est les femmes qui ont quelques problèmes. Je suis très fier de mes collègues. Elles ont vraiment parcouru le sujet. Peut-être que juste rappeler qu'au niveau de l'éducation, nous étions même obligés tout simplement parce que tout ce que les autres collègues des autres secteurs ont dit, c'était de très bonnes choses. Mais à la fin de la journée, la question qui se pose, c'est comment arriver à ce que tout ceci soit connu de tout le monde, y compris le petit enfant qui n'a que 3 ans. Et le rôle de l'éducation devient celui-là. Si on n'arrive pas à travailler de façon très serrée avec ceux qui ont la substance, par exemple le secteur des chrétiens, au niveau de la culture, on n'a pas la substance, on n'a pas les moyens. La science venait de parler tout à l'heure, on l'a entendu, ils ont beaucoup de choses, ils ont même des ambitions et vous avez dit, vous êtes ambitieux.
Vraiment. Mais quels sont les outils, les mécanismes qui nous permettraient à ce secteur de transmettre tout ce qu'ils ont trouvé à partir d'une recherche, à partir d'une réflexion? La communication, vous voulez communiquer quoi que vous connaissez? Donc du coup, au fait, en réalité, l'UNESCO est l'organisation la mieux lotie de toutes les organisations au monde à qui on a donné tous les atouts de façon transversale pour pouvoir transmettre à l'humanité à travers l'éducation qui va prendre depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, et même lorsque les gens sont déjà sortis de façon précoce, nous les rattrapons avec le Minéfort pour leur redonner la même chose, quelle que soit la thématique. Donc, du coup, nous sommes obligés de dire que ce qui est important aujourd'hui, là où nous sommes, c'est de rappeler le concept. C'est quoi le genre? D'abord, quand on parle du genre, on ne parle pas du sexe féminin, on ne parle pas du sexe masculin, nous parlons des deux. Nous, parents, on appelle ça prématernel ou, je ne sais pas, prématernel. Après 5 ans, c'est difficile de façonner un enfant. Et avant 5 ans, c'est la maman qui s'occupe de cet enfant, qui donne l'éducation à l'enfant. Avant 5 ans, l'enfant est encore malléable. Et après 5 ans, ce n'est plus la maman qui peut façonner cet enfant. C'est au-delà. Au Cameroun, on appelle ça prématernel. Prématernel ou préscolaire. Je veux dire donc que c'est la maman qui est responsable de cette période préscolaire. C'est la maman qui inculque à l'enfant l'éducation préscolaire qui permettra à l'enfant d'évoluer plus tard dans la jungle. Parce qu'après, c'est la jungle. C'est le combat, c'est la recherche de mérite à tout prix. C'est la recherche du diplôme au plus haut niveau à tout prix. Donc, la meilleure éducation, c'est la maman qui la donne entre 1 an et 5 ans. Je vous remercie. Vous, éducateurs, le système des Nations Unies, quelle éducation demain par rapport à cette problématique qu'on veut nous imposer de l'extérieur? Quand on avait dans le village l'instituteur, c'était un éducateur, c'était une référence, c'était une valeur morale. Il donnait non seulement l'instruction, mais il donnait également l'éducation. Mais aujourd'hui, on tend à dissocier les deux choses. Ou, mécaniquement, celui qui est payé et qui accomplit ses 5 heures ou ses 8 heures par jour s'occupe de quelque chose. Le reste, c'est les parents, ils n'ont qu'à faire. Et les parents comprennent autrement. J'ai payé 100 000 francs. Donc c'est eux qui doivent s'occuper. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. En ce qui concerne l'administration, bon, dans nos pratiques, bien sûr, on sait souvent, s'il vous plaît, suivant. What the alternative English, that in our ways, the way we carry out whatever we have to do in support of our programs and activities, of course we know that our main role is to support the programs, to do their activities and their projects in a way that is fair, in a way that is transparent, in a way that is equitable, in a way that, and most of all, in a way that the gender is very predominant. We have to be very careful about that. But I also want to remind you that being a regional office, we're not only taking care of those programs or the ways in Cameroon, but in also the 10 countries of the region. So what we're actually saying here is what is shared across the Central African region, and we are proud to be the vectors of this mandate in this particular region in Africa.
This has been very productive, and we'd like to thank you very much all for your intervention. The administration, in other words, as well, you know, when there's recruitment, we say women first, you know, and we all know the experiences that are happening, that if you're male and there's a lady in front of you, or a woman, it's really we're going to give priority to the woman. This is the UN, this is UNESCO, and we are trying to put it in practice. We're not just putting it on the post announcement or the job announcement, but we're actually doing it. So we encourage the ladies, if you know any ladies and there are any openings, we encourage the women to put in their candidatures. As you have seen in this afternoon, the intervention of our ladies has been extremely good. Sorry, gentlemen. L'administration comporte 3 secteurs. Il y a le secteur de l'opération, des opérations, comme nous disons, dans le système des Nations Unies. Les opérations, c'est-à-dire comment nous fonctionnons, comment nous faisons les choses. Il y a le secteur de la sécurité. C'est pour ça que j'ai demandé à Eric de ne pas partir, parce qu'il est notre point focal sécurité. Ensuite, il y a le secteur de la représentation. Donc, je voudrais dire un mot du secteur de la représentation. Mabel a dit tout à l'heure que même au niveau des opérations, nous travaillons pour les 10 pays, parce que nous sommes un bureau régional. Et un bureau régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des obligations envers l'ensemble des pays de la CEAC, au même titre que nous avons des obligations envers le pays qui nous accueille, qui est le Cameroun. Et donc, ça nous donne, en quelque sorte, un surcroît de travail qui fait que, d'abord, au plan de la représentation, moi, en tant que directeur du bureau régional, mais aussi représentant de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, j'ai un devoir d'équitabilité, de présence dans chacun de ces pays. Il y a des considérations à la fois d'efficacité, d'efficience et d'éthique qui sont à prendre en compte, mais il y a également ces considérations d'ordre diplomatique pour lesquelles il n'est pas toujours possible de s'expliquer publiquement, qui font que parfois les uns et les autres peuvent penser que le directeur est trop absent du bureau, il voyage trop. Mais les voyages dans nos sous-régions, je regrette de le dire, ne sont pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais on est obligé et on doit le faire au nom de l'UNESCO. Eric, ici présent, dans les jours à venir, va se réunir avec chacun de vous pour clarifier un certain nombre de pratiques que nous devons avoir. Le pays, Cameroun, qui est reconnu depuis des années comme un havre de paix en Afrique centrale, est aujourd'hui sous menace. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Aujourd'hui, le Cameroun est sous menace. Et parmi les structures qui sont les plus visées par cette menace, ce sont les structures des Nations Unies. Et parmi les structures des Nations Unies, la structure la plus visée, c'est l'UNESCO. Parce que l'UNESCO est Boko. Et Boko est Haram. Donc, nous devons faire attention à toutes les mesures de sécurité qu'on nous dit et qu'on nous donne. Nous devons les respecter. Nous avons eu des informations précises que nous sommes visés. Nous sommes visés. Et ça, il faut le dire. Je ne demande pas à tout le monde de céder à la panique. Ce n'est pas notre objectif. Il ne faut pas céder à la panique. Mais il faut être conscientisé que le danger est là. Et pour ce type de danger, il n'y a que comment on appelle ça, la prévision, la prévention. Il n'y a que la prévention qui marche. Le reste, c'est des larmes et des souffrances. Donc, je vous prie ici de faire attention à toutes les communications qui vont vous être passées par le système de sécurité, parce que en réalité, nous sommes vraiment sous menace. Mon président, Paul Biya, quand il était à Paris,
On lui a parlé, on lui a demandé qu'en est-il de mariage pour tous, homosexuels. Il a dit cette chose-là n'est pas encore dans son pays, il n'en est pas encore conscience et on verra. Voilà. Donc cette chose-là, c'est un problème de culture qui doit s'arrimer au système éducatif pour que nous puissions former les jeunes. Et quand je vois le thème cette année, éducation, le thème de cette année qui parle de l'égalité de sexe et autonomisation, égalité de sexe, gagner le pari et autonomisation de femmes, quelque chose de ce genre. Lever les obstacles. Lever les obstacles, voilà. Je pense qu'à travers l'éducation, qui doit s'arrimer bien évidemment, comme je l'ai dit, à la culture, les femmes aujourd'hui, je voudrais que les femmes d'aujourd'hui, telles que l'a souligné la dame Docteur Claire, qui a placé la femme au centre de l'éducation, parce que si nos enfants sont ce qu'ils sont, je pense que c'est en partie grâce à l'action de la maman qui est une femme, 90% je peux dire, parce que papa généralement est absent. Et donc ces femmes, je voudrais lancer un appel aux femmes pour que l'autonomisation de la femme soit effective. Il est bon que la femme éduque sa jeune fille déjà à la maison à se préparer à cette autonomisation, à ne pas éduquer la jeune fille de façon différentielle par rapport aux jeunes garçons. Donc gagner cette parité, ça revient donc à regarder la jeune fille au même diapason que le jeune garçon. Merci la Commission nationale pour l'UNESCO. C'est le directeur du bureau multisectoriel de l'UNESCO en Afrique centrale à Yaoundé qui doit dire le mot de fin. Je voudrais vraiment, à votre nom à tous, d'abord remercier Monsieur le professeur pour sa prestation, pour son, j'allais dire, sa disponibilité et également pour son expertise. Le domaine qu'il a aidé à mitiger aujourd'hui, le domaine qu'il a aidé à gérer ce soir est un domaine très complexe. J'espère simplement que nous allons avoir la possibilité tout au long de l'année d'organiser ce type de session, pas seulement entre nous, mais aussi avec certaines de nos interfaces. Les thématiques dont nous discutons sont les thématiques qui sont vraiment les piliers de ce mot qui est devenu à la mode. On parle de l'émergence. Un peuple qui a faim, un peuple qui est mal éduqué, un peuple qui est mal alimenté ne peut pas émerger. Encore que l'émergence est un minimum. Émerger, ça veut dire que c'était deux narines là qui sortent de l'eau comme ça. Nous voulons plus que l'émergence. Nous voulons complètement sortir de la pauvreté et faire en sorte que nos populations s'assument et se responsabilisent le plus. Merci beaucoup.